Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les écritures d'inventaire. Nous allons aborder un thème ô combien important et technique, celui de l'amortissement. Dans cette vidéo, il sera d'abord question de l'amortissement linéaire, mais j'en profiterai, puisque c'est chronologiquement la première vidéo sur l'amortissement, pour évoquer les grands principes de l'amortissement. Alors qu'est-ce que l'amortissement? L'amortissement d'une immobilisation, puisque c'est bien dont il s'agit ici, on ne parlera pas du tout de l'amortissement des crédits. L'amortissement d'une immobilisation, c'est une charge qui permet de tenir compte de la perte de valeur planifiée et irréversible d'un actif immobilisé. J'insiste absolument sur ces deux termes, planifié et irréversible. Ça veut dire qu'en fait, et je pourrais également insister sur le terme de charge. Donc l'amortissement, ça veut dire que ça va donner lieu comme d'habitude à une écriture comptable, c'est l'objectif de la vidéo. Mais donc, ça veut dire que le montant de cette charge sera planifié. Qui dit planifié dit plan, ce qui veut donc dire, nous allons voir que lors de l'acquisition de l'immobilisation et de sa rentrée dans le bilan, donc dans le patrimoine de l'entité, eh bien, il va falloir déterminer à l'avance un plan qui prévoit cette perte de valeur. Et c'est irréversible. Ça veut dire que contrairement à la dépréciation que l'on va voir dans un instant, eh bien, l'amortissement, une fois qu'il est enregistré, à moins qu'il y ait une erreur de calcul, ne peut être annulé. On dira que cette charge est calculée. Calculée, ça veut dire que ça n'est pas décaissé. C'est extrêmement important que vous compreniez ça si vous n'êtes pas à l'aise en comptabilité ou si tout simplement vous découvrez la discipline. Il faut bien faire la distinction entre la notion de charge et de dépense. On a l'habitude, évidemment, quand on pense charge, on pense les achats de matières premières, de marchandises, les salariés, l'expert comptable, etc. Et donc, évidemment, à chaque fois, nous identifions charge et dépense. Mais ça n'est pas le cas toujours. Typiquement, dans le cas de l'amortissement, il y a bien une charge que l'on va enregistrer en comptabilité avec un compte 6 qui va faire baisser notre résultat. Mais ça n'est pas décaissé. Vous comprenez bien que, prenez votre cas personnel. Vous avez par exemple acquis une voiture pour un certain prix. Vous le savez, chaque année, votre voiture perd de la valeur parce qu'elle s'use, parce qu'elle est obsolète, etc. Pour autant, nous sommes bien d'accord que vous ne faites pas un chèque au concessionnaire auprès de qui vous avez acquis la voiture. Eh bien, une entreprise, c'est exactement la même chose. Elle ne fait pas de chèque au fournisseur de l'immobilisation. Alors vous allez dire, bah oui, mais j'enregistre pas non plus moins particulier de charges. Évidemment, nous ne sommes pas des entreprises. Mais dans le cas d'une entreprise, eh bien comprenez qu'à chaque inventaire, donc à chaque clôture comptable, il faudra enregistrer, donc prendre en compte cette perte de valeur planifiée. Ça donnera lieu à une écriture qui fera baisser le résultat, donc les impôts. Donc il faut bien comprendre quelque chose, c'est que toute charge calculée n'a pas d'incidence sur la trésorerie, mais elle a une incidence fiscale parce qu'elle permet de réduire les impôts. Alors quand on n'a pas l'habitude, souvent lorsque j'explique ça en cours, on me dit mais c'est surprenant, comment une entreprise aurait le droit comme ça de passer des charges et de faire baisser ses impôts. Il y a souvent l'idée derrière cette question que ce serait une espèce de fraude. Pas du tout. C'est tout à fait normal. Parce que lorsqu'une entreprise achète une matière première pour, par exemple, pas moi, 1000 euros, et qu'elle a 25% d'impôts, et bien automatiquement, qui dit achat de 1000 euros dit réduction du bénéfice de 1000 euros, donc dit réduction d'impôts. C'est tout à fait normal pour une charge. Le problème d'une immobilisation, c'est que je vous rappelle qu'une immobilisation, c'est un compte de la classe 2, ce qui veut dire que le jour de l'acquisition, cela ne passe pas par le compte de résultat. Donc le jour où on acquiert l'immobilisation, il n'y a pas de réduction d'impôt comme on l'aurait sur n'importe quelle charge. Or, nous sommes bien d'accord que de la même manière qu'une matière première va être consommée, utilisée, détruite, eh bien, une immobilisation va être progressivement utilisée, certes sur plusieurs exercices comptables, donc elle va perdre de la valeur. Donc, en quelque sorte, pour homogénéiser la manière de voir les choses, eh bien, on va enregistrer cette charge d'amortissement. Disons pour simplifier que la différence avec un achat classique de matière première, c'est comme si l'impact fiscal, au lieu d'être immédiat et total, eh bien, il va être fractionné sur plusieurs années. Donc je le répète, cela suppose l'élaboration d'un plan d'amortissement qui va être établi lors de l'acquisition de l'immobilisation et ce plan d'amortissement sera présenté en annexe. Je vous cite l'article 214-1 du PCG. Un actif immobilisé dont la durée d'utilisation est limitée fait l'objet d'un amortissement. Le cas échéant, il fait également l'objet d'une dépréciation, terme que j'ai utilisé tout à l'heure.
Alors, quelle différence entre l'amortissement et la dépréciation? Je vais le dire rapidement ici. Un amortissement, c'est une perte de valeur qui est planifiée et irréversible, alors qu'une dépréciation, c'est une perte de valeur qui n'est pas anticipée. Parce que, il faut bien comprendre, je vais prendre un exemple très simple. Supposons que vous fassiez l'acquisition d'un matériel industriel dont vous savez que sa durée de vie est d'à peu près 10 ans. On va faire simple, mais ça veut dire que chaque année, l'équipement perd à peu près un dixième de sa valeur. Oui, mais ça c'est une vision comptable. Dans la réalité, peut-être que cette immobilisation, par rapport à son prix de marché, perd plus ou moins de valeur. On pourrait imaginer par exemple qu'une immobilisation, sitôt qu'elle est acquise, perd 30% de sa valeur de revente par exemple. Donc en fait, ça c'est, je traiterai sur une vidéo spécifique pour la dépréciation, mais donc comprenez que l'amortissement il est planifié, il est dans le plan, on l'enregistre chaque année comme prévu. La dépréciation, c'est un point d'interrogation, ça veut dire qu'à la fin de l'année, lors de la clôture comptable, on regardera si oui ou non l'immobilisation a perdu plus de valeur que prévu, et donc si c'est le cas, cette entre guillemets surperte de valeur sera à enregistrer en dépréciation. Alors qu'est-ce qui est amortissable et qu'est-ce qui ne l'est pas? Bien d'abord, vous avez vu par rapport à ce que je viens d'expliquer que n'est amortissable qu'un bien dont la durée est limitée. Donc sont amortissables les actifs immobilisés dont la durée de vie est mesurable et limitée. Alors souvent on pense que ne peut être amorti qu'un actif physique, parce qu'on imagine très bien une machine qui perd de la valeur. Tandis que les actifs immatériels ne seraient pas amortissables. En fait, c'est pas toujours vrai, parce qu'il peut y avoir des actifs immatériels qui ont une durée de vie limitée. Imaginez par exemple un droit comme une sorte de brevet ou de licence qui ne serait valable que 10 ans par exemple, et qu'au bout de 10 ans ça passe dans le domaine public. Donc dans ces cas-là, il est possible, sous certaines conditions, de l'amortir pendant une durée définie. Donc il y a certaines exceptions, comme par exemple les fonds de commerce. Attention, pas tout le temps, ça dépend aussi. Je vous encourage vraiment à regarder le PCG et tout simplement la loi fiscale sur ces questions-là. Et comme par exemple certains frais de recherche et développement, ceux d'abord qui sont activables, tous ne le sont pas, je vous renverrai vers une autre vidéo à ce moment-là. Et donc dans le cas où ils sont activables, ils sont amortissables sur 5 ans maximum. Alors un terrain est-il amortissable? A priori, on devrait dire non, parce que c'est un actif matériel, certes, mais vous avez compris que ça n'est pas un argument suffisant. Et surtout, a priori, un terrain n'a pas de durée de vie limitée. Alors il peut perdre de la valeur, bien sûr, ou en reprendre, mais donc dans ces cas-là, on enregistrerait une dépréciation. Mais est-il amortissable? La règle générale, ce serait de dire non, mais il pourrait y avoir des cas particuliers. Imaginez par exemple un terrain sur lequel il y a une ressource rare, spécifique, dont vous savez que son exploitation va être limitée dans le temps, soit légalement, soit physiquement, parce que la quantité est limitée. Donc dans ces cas-là, si vous pouvez prouver qu'effectivement sa durée de vie est limitée, en tout cas ce qui est la source de sa valeur est limitée, alors il peut y avoir effectivement dans les cas précis l'amortissement de certains éléments liés à ce terrain. Mais vous voyez ici, je rentre vraiment dans le détail, c'est pour vous expliquer que vraiment cette logique, c'est de dire durée de vie mesurable et limitée. Venons-en à présent au calcul de la base amortissable. Je vous cite l'article 214-4 du PCG. Le montant amortissable d'un actif est sa valeur brute sous déduction de sa valeur résiduelle. Je vous renvoie d'ailleurs ici vers la vidéo sur l'acquisition des immobilisations pour bien comprendre ce que l'on va inclure ou non dans la valeur brute. Qu'est-ce que l'on appelle valeur résiduelle? Eh bien c'est le montant net des coûts de sortie attendus qu'une entité obtiendrait de la cession de l'actif sur le marché à la fin de son utilisation. Ça veut dire qu'en fait une valeur résiduelle, c'est une valeur de revente qui peut être prévu à l'avance avec suffisamment de fiabilité. Alors évidemment, il y a toujours une marge d'erreur parce que quand vous faites l'acquisition d'une immobilisation, que vous allez la garder pendant 10 ans, on ne peut pas savoir à l'euro près quelle sera sa valeur de revente dans 10 ans. Mais ce n'est pas grave, on admet qu'effectivement il y a une zone d'incertitude. Cette valeur résiduelle n'est prise en compte pour la détermination d'un montant amortissable que lorsqu'elle est à la fois, je cite, significative et mesurable. Donc vous voyez, mesurable, ça suppose quand même une forme de fiabilité. Par exemple, parce que vous avez un historique de revente ou vous avez des données de marché qui sont facilement accessibles. Alors significatif, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il n'y a pas de seuil absolu. Parfois, vous verrez que le seuil, c'est 500 euros. Oui, c'est vrai que dans la pratique, en règle générale, on retient ce seuil en considérant que si la valeur résiduelle est inférieure à 500 euros, on peut ne pas en tenir compte. D'autres vous diront qu'il faut que la valeur résiduelle représente environ au moins 10% de la valeur brute. Donc vous voyez, ça n'est pas exactement défini, je dirais que c'est du bon sens. Alors évidemment, si vous êtes en train de réviser un examen, le DCG ou autre,
Dites-vous qu'on n'ira pas vous piéger sur ce genre d'éléments, donc soit c'est de manière vraiment manifestement évidente qu'il y a une valeur résiduelle qui est significative, soit au contraire manifestement évidente qu'elle n'est pas significative, et éventuellement vous le ferez suggérer par une question de cours posée juste avant. Alors regardons la forme du plan d'amortissement linéaire. Donc, je vous expliquais, qui dit amortissement dit plan lorsque l'immobilisation est acquise, et ce plan apparaît dans les annexes des états financiers. Donc regardez la forme, vous avez d'abord les années, donc tout simplement ici j'ai mis n plus 1, mais ce serait 2024, 25, 26, etc. La base amortissable que je viens de décrire, donc je vous rappelle, hein, la valeur brute moins la valeur résiduelle, s'il y en a une. Le taux, je vous expliquerai plus précisément tout à l'heure comment il se calcule, mais en gros, lorsque on fait un amortissement linéaire, on va faire 1 sur n représentant le nombre d'années pleines d'amortissement. Donc par exemple, si vous dites que vous faites l'acquisition d'un élément que vous allez amortir sur 10 ans, eh bien le taux de base, ce sera 1 dixième, donc 10%. Mais la première année, j'expliquerai tout à l'heure pourquoi il va falloir tenir compte d'un prorata temporis. Ce qu'on appelle ensuite dotation ou annuité, eh bien on fera la base fois le taux, et compte tenu du prorata. Puis on va faire le cumul des annuités, donc la première année, c'est tout simplement la première annuité, puis après on fera la somme, vous voyez, année après année des annuités. Et enfin, nous avons une dernière colonne qui est la VNC, la valeur nette comptable. Alors attention, j'ai mis ici que c'est la base moins le cumul. C'est pas tout à fait exact en fait, je devrais être un peu plus précis. Je devrais dire que la VNC, c'est plutôt la valeur brute moins le cumul des annuités. C'est-à-dire que si vous avez par exemple une immobilisation qui avait un certain coût, en tout cas un certain prix d'achat, qu'en plus il y a eu des frais accessoires incorporés, donc ça a gonflé la valeur brute de l'IMO, mais qu'il y a une valeur résiduelle, que l'on se comprenne. La valeur résiduelle n'entre pas dans le calcul de cette valeur nette comptable. C'est-à-dire que on tient compte, le cas échéant, de la valeur résiduelle dans le calcul de la base, donc ça modifie le montant de l'amortissement, mais on n'en tient pas compte dans le calcul de la VNC. On fait comme si cette valeur résiduelle n'existait pas. Donc si vous avez par exemple une immobilisation frais incorporables compris de 10 000 euros avec une valeur résiduelle de 2 000 par exemple, la base sera de 8 000, mais la valeur brute sera de 10 000. Donc dans cette colonne-là, le calcul que nous ferons année après année, c'est bien la valeur brute moins le cumul des différentes annuités. Alors pour terminer sur ce principe général, citons quelques règles à connaître. D'abord, l'amortissement linéaire débute, j'insiste, le jour précis de la mise en service, conformément à l'état de fonctionnement attendu. Deux choses très importantes. La première, c'est que c'est une erreur qui est souvent faite, y compris par des enseignants en comptabilité, je peux comprendre souvent c'est par souci de simplification, mais qui ne tiennent pas compte du jour de la mise en service. Or, je vais donner un exemple, mais il faut bien comprendre, c'est la deuxième règle, mais vous allez comprendre, les deux font qu'une. En comptabilité, pour ce qui est de ce type de calcul, on va considérer que chaque mois, quel que soit le mois, fait 30 jours et qu'il y a 12 mois par an, soit une année à 360 jours. Donc on ne fait pas en jour exact, on fait ce qu'on appelle en année lombarde. Bon. Que ce soit février, janvier, mars, peu importe, 30 jours à chaque fois. Si nous sommes le 15 janvier et que je vous demande pendant combien de jours l'immobilisation sera amortie au mois de janvier, vous pourrez dire, c'est simple, si on considère que janvier fait 30 jours et qu'on l'a acquis et mis en service le 15, il y a donc 15 jours. Eh bien non, c'est bien 16 jours. Pas parce qu'il y a 31 jours en janvier, parce qu'il faut compter le 15. C'est très important. Et vraiment, j'insiste sur cette règle, je suis sûr de moi lorsque je vous la dicte. Donc concrètement, si vous avez un enseignant qui fait différemment, n'hésitez pas à soulever cette question. Ça peut être encore une fois un souci de simplification, mais dites-vous que la règle exacte, la vraie, c'est de considérer qu'il faut compter le jour de la mise en service. Donc si c'est un 15 janvier, cela fera 16 jours, puisque si vous comptez 15, 16, 17, etc. jusqu'à 30, ça fait bien 16 jours. Enfin, donc je vous l'ai dit, le taux d'amortissement va se calculer en divisant donc 1 par le nombre d'années d'amortissement initialement prévu. Mais vous allez voir, et avant évidemment de traiter un exemple complet, qu'il va falloir tenir compte du prorata temporis. Alors, qu'est-ce qu'un prorata temporis? Je vous l'ai dit, un amortissement représente une perte de valeur qui est progressive sur une immobilisation. Et donc dans le cadre de l'amortissement linéaire, en fait on considère que chaque jour, l'immobilisation perd la même quantité de valeur. C'est pour ça qu'on dit linéaire, en fait c'est linéaire par rapport au temps qui passe.
Cette perte de valeur, je vous l'ai dit, elle est programmée dès le départ dans un plan d'amortissement qui fait partie des annexes de l'entreprise. Bon, jusque-là, tout va bien. Mais dans le cas de l'amortissement linéaire et dégressif, il faut donc tenir compte de l'éventualité d'une première et donc d'une dernière année non complète. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est très simple, vous allez voir, je vais vous montrer avec une flèche du temps. Cette flèche du temps, comme son nom l'indique, représente le temps qui passe. Et je vous ai mis ici avec des barrières de clôture comptable. Hein. Je suppose toujours dans mes vidéos, vous le savez, que la clôture comptable a lieu le 31 décembre, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, vous le savez. Mais donc ici, 31 décembre N et N plus 1. Ça, c'est le temps. Mais supposons que la mise en service de l'actif, je vous rappelle d'ailleurs, c'est très important, peut-être n'ai-je pas assez insisté au début, que vraiment l'actif, dans le cadre linéaire, s'amortit non pas le jour de l'acquisition, mais bien le jour de la mise en service. Hein. Faites bien attention entre les deux. Donc le 1er septembre, on met en service l'actif comme il était prévu qu'il fonctionne. Et on va supposer, je vais faire ici un actif très court, on va supposer qu'il est amorti en 2 ans, peu importe. Et donc nous allons arrêter de l'amortir le 31 août N plus 2, donc dans 2 ans, vous voyez exactement. On est bien d'accord que une immobilisation, en soi, elle a une durée de vie qui n'est pas fractionnaire. C'est-à-dire que les règles comptables font que lorsque l'on fait rentrer une immobilisation au bilan, sa durée de vie sera de 1, 2, 3, 4, 10 ans, 20 ans, mais ça peut pas être par exemple 20 ans et demi. Ça n'empêche pas évidemment de la revendre avant la fin de l'amortissement prévu, ça c'est autre chose. Mais je parle vraiment qu'en termes de durée de vie, on prévoit toujours des années pleines. Donc en l'occurrence, dans mon exemple simplifié, on considère que cette immobilisation a une durée de vie comptable de 2 ans. Oui, mais je vous rappelle que l'amortissement, c'est une écriture qui s'enregistre lors de la clôture comptable. Donc dans mon exemple, au 31 décembre. Eh bien regardez, cela veut donc dire que la première année, je vais devoir comptabiliser l'amortissement du 1er septembre au 31 décembre. 31 décembre, effectivement, vous vous rappelez, j'ai dit que les mois duraient 30 jours comptablement, ce qui fait donc 4 mois complets. Voilà pourquoi il faut un prorata. C'est que si je considérais que la première année, j'amortissais l'immobilisation pour 50%, parce que vous vous rappelez, c'est 1 sur n, donc 1 demi, 50%. En fait, je suramortirais, parce que lorsque je suis au 31 décembre, je n'ai l'immobilisation que depuis 4 mois. Donc je dois fractionner l'année, c'est le fameux prorata temporis. Donc ça veut dire que lorsque je vais enregistrer les écritures comptables, au 31-12, je vais enregistrer un amortissement qui ne tiendra compte que de 4 mois. Au 31-12 N plus 1, ce sera bien une année complète parce que je vais du 1er janvier N plus 1 au 31 décembre N plus 1. Et enfin, j'ai une dernière année comptable, un dernier exercice comptable, où je vais comptabiliser du 31 décembre N plus 1 au 31 août N plus 2. Donc surtout, aidez-vous de ce schéma pour bien comprendre que globalement, j'ai bien amorti l'immobilisation sur 2 années complètes, avec simplement une première année découpée et une dernière année découpée, les deux étant complémentaires. Mais c'est à cheval sur 3 exercices comptables. Donc regardons le calcul du prorata de la première année. Donc je vous l'ai dit, la règle c'est que l'amortissement commence le jour précis de la mise en service et non pas de la date d'acquisition. Petite parenthèse, c'est vrai pour tout sauf les logiciels, où les logiciels doivent s'amortir dès la date d'acquisition. Il y a toujours des exemples évidemment et des dérogations, mais voilà, globalement c'est le jour de la mise en service. Alors plus précisément, je vous cite l'article 322-4 du PCG. La date de début de consommation des avantages économiques attachés à l'actif. En pratique, cette date de début d'amortissement devrait correspondre à la date à laquelle l'immobilisation est en état de fonctionner, suivant l'utilisation prévue par l'entreprise. Là, je fais un petit approfondissement. Si vous êtes en introduction à la comptabilité, vous pouvez directement passer à l'exemple. Si vous êtes dans des examens un peu plus difficiles, des CG ou autres, notamment pour l'UE10, de compta approfondi, même peut-être l'UE9, ça pourrait se poser. Concrètement, retenez qu'en réalité, ce n'est pas uniquement la date de mise en service, c'est la date de mise en service dans le fonctionnement qui était prévu par les décideurs. Alors vous allez dire, prenons un exemple simple. Imaginons que une entreprise ait acquis une immobilisation, mais que le jour où on la met en service, en fait, elle ne marche pas. Et qu'il faut faire de nouveau, je ne sais pas, du calibrage, etc. Et imaginez que ça entraîne des frais. Ça veut dire que si par exemple pendant, je sais pas moi, 1 mois, vous avez des frais supplémentaires d'étalonnage, calibration, mettez ce que vous voulez, et bien d'abord ces frais vont être inclus dans la base amortissable. Je vous renvoie vers la vidéo sur l'acquisition des immobilisations. Mais en plus, et c'est ça qu'il faut comprendre surtout, c'est que la date de départ de l'amortissement, ce sera la date à partir de laquelle l'immobilisation fonctionne telle que c'était prévu initialement. Donc dans mon exemple, 1 mois en fait après la date d'acquisition officielle, la date de mise en service officielle. Alors prenons un exemple.
Une immobilisation est acquise le 15 février et elle est mise en service de manière effective le 19 mars. Dans ce cas, je vous l'ai dit, il faut compter bien 12 jours en mars et non pas 11, et 9 mois complets de 30 jours pour aller jusqu'à la fin de l'année. Donc si vous faites avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, ça fait bien 9 mois complets. À partir de là, le prorata se calculera donc de la manière suivante. On fera 12 jours plus 9 fois 30, donc 9 fois 3, 27, ça fait donc 282 jours sur 360. Eh bien, cette fraction, 282 sur 360, c'est le prorata temporis. Et donc vous allez voir, lorsque l'on va faire le calcul de la première annuité, de la première dotation aux amortissements, eh bien, il faudra multiplier le taux de base, donc 1 sur n, par le prorata temporis. Alors qu'est-ce que cela implique pour la dernière année? Eh bien, si vous vous référez à la flèche du temps que je vous ai montrée tout à l'heure, vous avez donc compris que si la première année n'est pas complète, forcément il va falloir déborder sur une dernière année, un dernier exercice comptable. Donc chaque année, l'amortissement est effectué du 1er janvier au 31 décembre. Attention, dans le cas toujours pareil où la clôture comptable est au 31 décembre, sinon il faut s'adapter. Sauf donc la première année et la dernière année. Le prorata de la dernière année va correspondre au complément du prorata de la première année. Donc dans notre exemple, on avait dit que la première année, on avait 282 sur 360. Et bien précisément, la dernière année, le prorata sera de 2 mois complets plus 18 jours, soit 78 jours sur 360. Si vous faites la somme, vous avez bien 360 jours sur 360, mais coupé en deux. Alors rien ne vaut évidemment un exemple pour bien comprendre et être certain que vous avez compris. Prenons un premier exemple. Une entreprise acquiert et met en service un matériel industriel d'une valeur de 50 000 euros le 15 mai. Donc ici, vous voyez, je fais simple, on a une seule date, le 15 mai. Elle doit faire face à des frais d'installation de 6 000 euros hors taxes, en plus des 50 000. On va supposer une valeur résiduelle nulle. Et enfin, on suppose que cette immobilisation est amortie de manière linéaire pendant 5 ans. Regardons tout de suite comment nous allons remplir notre tableau d'amortissement. Alors regardons tout de suite comment est élaboré ce plan d'amortissement. D'abord, vous remarquez que j'ai 6 lignes. J'ai bien 6 lignes alors que l'amortissement ou l'immobilisation est amortie sur 5 ans, mais comme la première et la dernière année ne sont pas complètes, je suis donc bien à cheval sur 6 années calendaires. Remarquez d'abord que la base atteint 56 000 euros. Comme nous l'avions dit, la base amortissable correspond à la somme de la valeur initiale de l'immobilisation, nette d'éventuelles réductions, auquel je dois ajouter la valeur des frais incorporables, donc ici 6 000 euros. Je n'ai pas ici de valeur résiduelle. Ensuite, le taux. Le taux de base est donc 1 sur 5, puisque j'amortis sur 5 années complètes. Je dois donc tenir compte de ce prorata temporis. Donc si vous avez bien suivi mes explications sur le prorata temporis, vous regardez donc qu'il y aura 16 jours pour ce mois-ci, pour le premier mois, puis 7 mois complets. Et donc on est bien 16 jours, puisque lorsque l'on va du 15 au 30, je compte le 15, cela fait donc 16 jours. Je vais donc multiplier le 1/5 par ce prorata temporis. Et tout ce taux-là, je vais le multiplier par 56 000 et j'obtiendrai 7 031,11 euros. Petite remarque cependant, ici, je vous montre le taux détaillé, c'est-à-dire 1/5 fois le prorata. Ce qu'il faut savoir, c'est que tel que cela apparaît dans les annexes des états financiers, en fait, on ne fait pas ce détail-là. Ce détail-là, on va le détailler à côté, mais ce taux-là, en réalité, il n'apparaît pas tel quel dans le tableau. Donc, dans le tableau, j'aurai uniquement écrit 20% et non pas, encore une fois, le taux détaillé, mais n'empêche que dans le calcul, il faut bien en tenir compte. Pour le cumul des annuités, évidemment, la première année, je n'ai rien de spécial à faire puisque j'ai simplement 7 031,11 euros. Je partais de 0, donc j'arrive à 7 031. Quant à la valeur nette comptable, je l'ai calculée par différence ici entre la base et le cumul des annuités. Petite remarque cependant que nous verrons dans l'exemple suivant. Faites bien attention du fait que la base amortissable ne correspond pas toujours à la valeur brute de l'immobilisation telle qu'elle a été écrite dans le bilan. Nous verrons notamment que lorsqu'il y a une valeur résiduelle, je ne dois pas en tenir compte dans le calcul de cette dernière colonne de la valeur nette comptable, mais nous verrons cela dans l'exemple numéro 2. Ensuite, lorsque je calcule la deuxième ligne, dans cette méthode, la base ne change pas, ce sera donc toujours 56 000. En revanche, la deuxième année, je vais bien amortir du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, donc je garde bien 56 000 fois 1/5 et j'obtiens donc comme dotation, comme annuité, 11 200.
Le cumul des annuités, je fais donc 7 031 euros plus 11 200. Enfin, quant à la VNC, je vais donc faire la VNC précédente, c'est-à-dire 48 968,89, et je vais retirer la nouvelle dotation, c'est-à-dire 11 200. Donc faites bien attention à la manière dont ça se calcule. À chaque fois, je prends la VNC précédente et j'enlève de la VNC précédente la nouvelle dotation annuelle. Enfin, pour la dernière année, vous remarquez donc qu'en termes de prorata temporis, j'ai le prorata complémentaire, ce qui veut dire que j'ai bien toujours un cinquième fois le complément de l'année. Donc pour la première année, j'avais 16 jours et 7 mois complets, et bien dorénavant, j'aurai 4 mois complets et 14 jours. Si vous faites bien la somme des deux prorata temporis, vous aurez bien 360 jours sur 360. Il me reste donc 4 168,89 euros à amortir. Ils sont totalement amortis la dernière année. Il est donc normal d'obtenir un cumul des annuités de 50 000 euros, c'est-à-dire la base amortissable. Quant à ma VNC, elle est égale, dans mon exemple, à 0. J'insiste et je termine sur cet exemple en disant que ma VNC est égale ici à 0 parce que je n'ai pas de valeur résiduelle. Reprenons l'exemple précédent, mais cette fois-ci supposons que la mise en service va se faire le 18 juin, donc pas la même date que la date d'acquisition, et nous allons cette fois-ci estimer une valeur résiduelle de 8 000 euros hors taxe à l'issue de la période d'amortissement. En revanche, elle est toujours amortissable, je vous le rappelle, pendant 5 ans. Regardons le tableau et regardons en quoi le tableau va changer dans ces calculs. Regardons à présent ce nouvel exemple. Par rapport à l'exemple précédent, la seule chose qui change, c'est que j'ai une valeur résiduelle de 8 000 euros. D'abord, remarquez que ma base est réduite d'autant, puisque je vous rappelle que je prends le prix hors taxe de l'immobilisation nette de toute réduction, auquel j'ajoute les frais incorporables, et j'en déduis encore une fois la valeur résiduelle. Donc ici, j'obtiens bien 48 000. Vous retrouvez également cette notion de prorata, donc ici je vous rappelle encore une fois la règle de l'amortissement, à savoir que je dois commencer à amortir le jour précis de la mise en service et non pas de la date d'acquisition. Donc j'ai bien 13 jours plus 6 mois complets. Je calcule la dotation en multipliant la base par le taux, j'obtiens donc le cumul d'annuités. Et quant à la VNC, regardez bien, je ne fais pas 48 000 moins 5 146,67. Je fais bien la valeur initiale de 56 000. C'est ce que je vous disais dans l'exemple précédent. C'est qu'il est très important de comprendre que la VNC, en fait, elle se calcule ici telle qu'elle va apparaître dans le bilan à la fin de la première année. Donc je prends bien la valeur de l'immobilisation qui est rentrée au bilan. Or, si vous avez suivi d'ailleurs la vidéo sur l'acquisition des immobilisations, sinon je vous encourage à le faire, eh bien vous comprendrez pourquoi la valeur brute de l'immobilisation au bilan est bien de 56 000 et non pas de 48 000. Pour le reste, il n'y a pas de changement. La deuxième année, je multiplierai par un cinquième, année 3, 4, etc. Et la dernière année, je multiplierai le taux de 1 cinquième par le prorata complémentaire, donc 5 mois complets et 17 jours. Et je vois bien à la fin, si je ne me suis pas trompé, que la VNC qui apparaît à la fin de mon tableau est bien de 8 000 euros. Et ça, c'est toujours vrai, c'est-à-dire que dans l'amortissement linéaire, la valeur nette comptable que je dois obtenir à la fin de mon tableau correspond soit à 0 s'il n'y a pas de valeur résiduelle, soit directement à la valeur résiduelle. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur les principes généraux de l'amortissement et en particulier de l'amortissement linéaire. Encore une fois, quelque chose qui peut être un peu technique, notamment lorsque l'on découvre la comptabilité. Comme d'habitude, j'espère avoir été clair. N'hésitez pas à liker la vidéo, à appuyer sur le pouce bleu, à vous abonner, à commenter, à nous poser vos questions et on essaiera d'y répondre le plus tôt possible. Je vous remercie et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.